Géopolitique, l'Afrique condamnée dans une nouvelle guerre de libération face à l'impérialisme occidental. C'est notre grande interrogation. Mes invités commencent à être là et d'ailleurs ils s'installent pas à pas et surtout un à un. Je commencerai justement par ma gauche, président Badakandi. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gos. Bonjour à la grande famille DBS matinale. Bonjour à toi-même. Merci, bonjour. Voilà. J'espère que tu as passé un bon week-end. Plutôt calme, j'espère, mais bon, ça travaille toujours. J'espère. Tu n'as pas le choix d'ailleurs. J'espère que c'est le cas des techniciens, que je salue particulièrement ce matin, en les remerciant pour tout ce qu'ils font, pour que nous ayons des conditions idoines pour prester. Je voudrais saluer vos collègues journalistes qui étaient là ce matin. Oui. Je voudrais saluer Njok et Mango Benacius. Mango Benacius. Je salue même ceux qui sont à la porte là, qui ouvrent la porte quand nous entrons le matin. C'est un travail qui paraît simple, mais s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, nous on sera mal accueillis. Et on va entrer dans de mauvaises conditions. Je les salue. Et je salue maintenant tous ceux qui suivent, les téléspectateurs, tous ces gens-là qui envoient des messages. Un coup de gueule ce matin. Oui, allez-y. Mais rassurez-vous, j'ai demandé la permission auparavant. Au propriétaire de tous les dossiers. Oui. Voilà. Ils m'ont autorisé à faire des coups de gueule. Donc ce n'est pas une usurpation. D'accord, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur quand vous parlez de complot à propos du paludisme. Vous avez peur de quoi? Oh, aucune peur, ne vous inquiétez surtout pas. Non, notre position est claire. À l'heure actuelle, nous, les Africains, ne peuvent plus faire confiance. Nous ne doivent pas faire confiance aux dynamiques vaccinales qui ont cours sur le continent. Pour la simple raison que ceux qui promeuvent ce vaccin nous ont démontré qu'ils sont des criminels, des tueurs, des néo-nazis. Ils méritent ça, des néo-nazis, parce qu'ils font comme... C'est-à-dire, ils nous ont dit que Hitler était le mal, mais ils font plus que Hitler. Ils font plus que Hitler. Donc, qu'un matin comme ça, le vaccin contre le palud surgisse, demain, un vaccin contre le sida va surgir. Vous comprenez très bien qu'il s'agit du public pharma d'essayer de reconquérir la confiance du public mondial. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le débat actuellement, là, les Africains doivent produire leur vaccin. À défaut de le faire dans les mois, les années qui viennent, qu'on mette des systèmes de normes de contrôle des vaccins extrêmement exigeants. Or, vous savez que dans le monde actuellement, les producteurs de vaccins, personne ne les contrôle. Ils ont obtenu ça. Personne ne les contrôle. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est quand même très grave pour la santé. On ne comprend pas qu'un domaine aussi sensible comme la santé, des vaccinateurs professionnels qui, en passant, ne sont obnubilés que par le profit et l'argent, mais maintenant, en plus, ont exposé au monde leur visage hygiéniste. Les hygiénistes, c'est des gens qui... C'est ça le nazi. Voilà. Nazi. On ne peut plus donc faire confiance à ces gens. Il ne faut pas avoir peur de vous méfier des miracles vaccinaux qui vont surgir maintenant partout. Ils vont sortir des vaccins maintenant partout pour dire que non, ils vont soigner les maladies. Mais faites attention à ce qu'il y a derrière, il faut faire attention. Et je peux même dire, parce qu'il y a des choses que j'en sais pas, qu'on va dire, bon, mais il y a un événement qui est passé là, inaperçu, au niveau de l'opinion mondiale. Le bateau Evergreen là, qui a coulé au canal de Suez. Si les gens savaient. Alors moi, je n'ai pas dit certaines choses, maintenant on va dire que je suis un complotiste. Je n'ai pas dit certaines choses. Les vérités vont sortir, ça va commencer à sortir. Oh, vous voyez ces vaccins-là sortir là maintenant, c'est parce que, c'est à cause de l'événement-là. Parce que dans ce bateau, on a attrapé beaucoup de choses. On a attrapé des choses qui justifient pourquoi M. Bill Gates est devenu subitement un grand acheteur de terre aux États-Unis et même dans certains pays africains. Il achète, c'est-à-dire, c'est en centaines de milliers d'hectares qu'il a acheté cette année. On a demandé pourquoi. Ça va en lien avec le bateau Evergreen. Je dis ça pour amener les Africains à aller faire leurs recherches, ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont comprendre pourquoi on a invité subitement la Turquie à la conférence sur le climat. Subitement. Ils vont voir pourquoi subitement, dès que ce bateau a coulé, quelques jours après, la présidente de l'Union européenne, la sorcière là, elle a couru en Turquie. Ils vont comprendre pourquoi les Chinois, aux autorités chinoises, ont couru en Turquie. Et pourquoi subitement on a invité la Turquie à la conférence virtuelle sur le climat. Sur le climat. Je donne seulement ça parce que dit certaines choses, on va dire que oh, il est complice. Mais les vérités vont sortir. Il y a un lien entre cela et cette sortie. C'est-à-dire que subitement, on lui dit que non, on a trouvé le vaccin du palud. Subitement.
Donc n'ayez pas peur. On appelle ça principe de précaution. Oui. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est eux-mêmes qui ont inventé ce principe de précaution. Le principe de précaution veut dire que si je n'ai pas confiance en un vaccin, je ne le prends pas. Juste à ce qu'on rétablisse la confiance. Si j'ai des éléments qui m'amènent à comprendre qu'il y a des conflits d'intérêts à propos de ce vaccin, j'ai le droit de pas... Pour tout médicament, d'ailleurs. C'est la charte éthique liée aux médicaments. Pour tout médicament, le principe de précaution. Donc, vous êtes dans la démarche, vous êtes dans cette dynamique. C'est normal qu'on ait des suspicions. Alors, pour le Cameroun, je voudrais le dire. Le Cameroun, sous le magistère du président, a réussi une brillante performance, mondialement reconnue, en matière de gestion du Covid. Le monde entier a salué la performance du Cameroun. Parce qu'on avait des taux de guérison extraordinaires. Professeur Belek est un observatoire du suivi du Covid. Il faut le dire. Hein. Il est un observatoire du suivi du Covid. Il met les chiffres au jour le jour. Et d'ailleurs, je voulais te féliciter à Mondo Vision pour ce travail. Que personne ne connaît. Mais moi, je connais le travail que tu fais. Si vous voulez, au jour le jour, vous avez tous les chiffres sur le Covid dans le monde, professeur Belek. Donc le Cameroun a réussi des performances extraordinaires en la matière. L'OMS a reconnu ça et a cité le Cameroun comme un modèle pour le monde en matière de gestion du Covid, M. Ngos. Mais subitement un matin, qu'est-ce qu'on observe? Le lobby franc-maçonnerie au Cameroun, qui a la remorque des Illuminatis, met une pression terrible sur le président pour qu'on nous vaccine dans ce pays. Alors qu'il suffisait de visibiliser et de renforcer les traitements qui permettent de battre sur le corps mondial en matière de performance Covid. Pourquoi? Alors, quand on se lève contre ça, vous savez ce qu'ils font? Ils sont actuellement en train de faire pression pour que le Parlement camerounais vote une loi pour obliger, c'est-à-dire qui va permettre aux entreprises, c'est-à-dire les entreprises multinationales, de ne pas recevoir en leur sein les Camerounais qui ne seraient pas vaccinés. Or, le gouvernement a dit que c'est non obligatoire. Mais pour contourner ça, ils sont en train de faire pression pour que, n'est-ce pas, au Parlement du Cameroun, on met un projet de loi, mais qui va en fait rendre le vaccin obligatoire, sans le dire. Ah oui. Alors, nous, on dénonce ça. Nous dénonçons ça à Mondo Vision. Et une fois de plus, j'interpelle le chef de l'État du Cameroun. Lui qui a réussi cette performance saluée par le monde entier. Le lobby des francs-maçons veulent saboter ça. Ils veulent saboter ça. Et c'est fait exprès. C'est pour casser. C'est pour casser la convergence entre le président et le peuple en matière de Covid. Convergence qui renforce, n'est-ce pas, les bases populaires du président. Comme ils sont tous dans une logique de succession, il faut saboter ça pour isoler le président de son peuple. Alors moi, j'interpelle le président du Cameroun. En tout respect. Moi, je suis rien. Je suis un citoyen camerounais. Au nom de mon statut de citoyen, j'interpelle le président pour dire rien ne justifie ces vaccins au Cameroun. Rien ne justifie cela. Le Cameroun n'est pas la propriété des francs-maçons. Mais il faut le dire. Alors là, le Cameroun n'est pas la propriété des francs-maçons camerounais. Ils sont libres d'être francs-maçons, je respecte ça. Mais l'État du Cameroun est un État laïque. Il n'est pas dit dans la Constitution du Cameroun que les francs-maçons sont les propriétés de l'État du Cameroun. Et que c'est une religion, c'est une philosophie ésotérique officielle de l'État du Cameroun. Mais il y a un problème là. Donc, si on fait ça, Jean-Paul Belek, et celui que tu as prononcé tout à l'heure, nous considérons que c'est une déclaration de guerre au peuple camerounais. Et en ce moment-là, il serait en droit, il serait en situation de légitime défense. Ça doit être clair. Si on franchit ce pas, c'est une déclaration de guerre au peuple camerounais. Il sera en droit de se défendre en respect de la Constitution du Cameroun. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Merci pour votre coup de gueule ce matin. Albert Alantola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, je salue le président Banda Kani, je salue l'autre panéliste que vous allez présenter tout à l'heure, et c'est celui qui est encore n'est-ce pas, au maquillage. Je salue toute la chaîne de production de DBS La Matinale, je salue, n'est-ce pas, le Cameroun, l'Afrique, le monde. Je salue tout cela justement qui regarde, je salue particulièrement tous les Tchadiens ce matin, parce qu'ils sont encore en désordre. 14 jours, n'est-ce pas, de deuil national. Je crois que nous en avons largement parlé. Peut-être que ce sera encore la thématique de ce matin. Je voudrais
partiellement saisi la perche qui m'est tendue par le président Bandakane pour indiquer que depuis que les vaccinations, je veux dire la campagne vaccinale a commencé, il y a une sorte de surenchère de contamination. Ça pose donc quand même un problème. Ceci dit, c'est juste une parenthèse. Hein. Mais mon coup de gueule de ce matin, Steve Zulongos, dans toutes les collectivités, je dis bien toutes les collectivités territoriales décentralisées, vous avez un service qui est la charge de la salubrité, de l'assainissement, de la sécurité et de l'environnement. Dans toutes les régions du Cameroun, vous avez des services déconcentrés du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Alors moi je suis donc très surpris en tant que journaliste d'investigation de constater que dans les grandes villes du Cameroun, non seulement nous baignons dans de l'insalubrité, mais vous avez des multinationales qui polluent impunément et tranquillement. Je voudrais prendre, n'est-ce pas, témoin, quelque chose qui se passe devant votre porte d'ici, devant la porte, n'est-ce pas, de DBS. Il y a une entreprise qui pollue allègrement et qui rejette ses effluents industriels dans les caniveaux et ça circule et tout le monde passe. Les odeurs qui s'y dégagent, ça ne gêne personne. Donc moi, je pense que nous avons un rôle d'éveil de conscience, d'éveil social et surtout de plaidoyer. Il va donc falloir que ceux-là qui vont émarger dans ces entreprises-là, c'est d'émarger et que justement les maires, les communes d'arrondissement et les mairies de la ville fassent leur job. Parce que elles collectent, je voudrais le dire ici, elles collectent les taxes pour les services qu'elles ne rendent pas à la population. Et je trouve que c'est de l'escroquerie. Merci beaucoup Albert Natola ici. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes, dont le président Bandakani qui va citer avant que tu me présentes. Bonjour à 3A bien sûr. Apparemment il y a un autre qui arrive. Bonjour à toute l'équipe technique et aux téléspectateurs de DBS Matin. Je te dis bonjour, n'est-ce pas? Bonjour à toi aussi. Alors, moi suite à ce que le président Bandakani a dit, et c'est vrai moi aussi j'ai écouté un peu ce que vous avez dit avant d'arriver ici. La chute, le président Bandakani, je suis dans cette... C'est-à-dire qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. À ce moment-là, nous avons tous le droit de nous défendre. On a dit qu'on sortait nos machettes. Et quand on dit machette, c'est parce que tout le monde a la machette à la maison. Hein. Celui qui a une Kalachnikov qui ne se gêne pas. Hein. Mais comme il a dit, on n'en arrivera pas là parce qu'il y a de l'intelligence chez nous. Et le président Paul Biya était quelqu'un qui a l'esprit mathématique. Ceci dit, j'aimerais continuer dans ce sens au niveau des vaccins pour signaler que le taux de guérison en France ne fait que chuter. Donc, je ne sais pas à quoi leur sert des vaccins. C'est connu. Voilà. Donc, franchement... C'est pas la maladie. Voilà. Et maintenant, l'histoire de le bénéfice supérieur au risque. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Hein. Bon, supposons que ce soit vrai en Europe. Est-ce que c'est vrai en Afrique? Déjà, il faut distinguer. Parce que quand il s'agit de mauvaises choses, il y a la démocratie mondiale. Tout le monde est mis à la même enseigne. Le bénéfice supérieur, quel que soit l'endroit où on se trouve. Mais quand il s'agit de bonnes choses, non, c'est bon pour l'Occident, c'est pas bon pour l'Afrique. Vous voyez? On distingue. Non. Si le bénéfice supérieur au risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel est le risque? C'est d'avoir le Covid. Si vous êtes vacciné, vous avez le Covid. Vous n'êtes pas vacciné, vous avez le Covid. Le bénéfice, c'est de ne pas en mourir dans le cas grave. Mais attendez, ces vaccins tuent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de ces vaccins? Alors moi, je dis une chose. Hein. Oublions définitivement les vaccins tant qu'ils sont fabriqués hors d'Afrique. Et même si c'est en Afrique, hors du contrôle des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas un système organisé avec les bonnes compétences qu'il faut fabriquer nous-mêmes nos vaccins en connaissant le contenu et ce qu'on en attend, quitte à participer nous aussi au marché mondial, et s'il faut leur vendre aussi des placebos, parce que nous on ne vendra jamais les poisons, voilà, et bien nous ne prenons plus aucun vaccin, y compris le paludisme. D'abord, vous voyez l'idiotie. Ils nous prennent pour des cons. Hein. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, on voit que les gens qui nous prennent, les Africains comme des cons, sont les cons. C'est eux les cons. En fait, pourquoi? Parce qu'on voit que, à force de mépriser quelqu'un et de le prendre pour un rien, on finit par à présenter des solutions qui n'ont pas de sens lorsqu'on y regarde au moins une fois. Vous voyez, je dis de quoi je parle. Le paludisme, attendez. Je me souviens la première fois, en 2004 au Mali, il y a une organisation américaine qui a implanté dans le campus de Bamako
un centre pour faire des recherches sur la malaria, donc le paludisme, et on était tous épatés parce que le jeune homme, le malien qui était un certain Goïta, il nous présentait ça, et ça sonnait bien, on dirait, mais depuis, c'était 2004, nous sommes en 2021, 17 ans plus tard, il s'est passé quoi? Il n'y a rien pour le Mali. Alors, à quoi sert ce... Et pourtant, ces Américains étaient là, tout le monde était content de présenter ça vraiment comme quelque chose d'extraordinaire qui va régler nos problèmes sur le paludisme. Ça ne donne toujours rien. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchaient les Américains là-bas? Ah, vous voyez, maintenant on est vigilant. Maintenant, on irait regarder de près qu'est-ce qu'ils font. Alors, à l'époque, on ne faisait pas attention. Voilà. La seconde chose, c'est quoi? C'est que, tout comme la politique actuelle, comme suite sa chute à la fin du président Bandakani, sa chute, c'était quoi? De dire qu'il faudrait plutôt mettre plus l'accent sur les médicaments qui soignent. Les Occidentaux devraient même venir se servir officiellement, parce qu'ils le font sous cap. Hein. Ils se ravitaillent là-bas. J'ai des nouvelles qui disent que beaucoup en tout cas en France, là-bas, achètent nos produits là, dans les prix ont augmenté d'ailleurs, le Jinja, tout ça. Les prix ont flambé, multipliés par 10 même. Voilà. Donc, au lieu de venir acheter officiellement, ils continuent à inverser la démarche. C'est-à-dire qu'on veut privilégier le vaccin sur les médicaments. Attendez, le paludisme, regardons de près de quoi il s'agit. C'est ni un virus, ni une bactérie. Une bactérie. Okay, c'est juste un parasite. Et nous savons que ça vient d'un insecte qu'on appelle l'anophèle femelle, pas le mâle. Voilà, c'est pour elle suce le sang pour nourrir ses œufs, en fait. Donc, on sait comment ça se passe. Tous les pays, alors le nom de paludisme, vous voyez, en anglais, ils disent malaria. Le nom de paludisme vient de la région, en Camargue, au sud de la France. Là, on élève les chevaux. Hein, ça gênait même leurs chevaux. Cette région s'appelle Palu. D'où le nom paludisme. Et il y avait le paludisme aussi en Italie, dans toute la Yougoslavie, tout le sud de l'Europe, il y avait le paludisme. Alors, comment ils ont fait? Mussolini, même quand il arrive au pouvoir, dans les années 30, il éradique le palu en asséchant les marais. Donc, notre politique à nous n'est pas un vaccin, parce que c'est pas un virus, c'est pas une bactérie, c'est un parasite. À quoi sert le vaccin? À rien du tout. Faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Le problème, c'est juste couper la chaîne. La chaîne, c'est l'anophèle femelle. Et donc, parce que c'est elle qui est malade, c'est elle qui vient contaminer l'homme piqué. Donc, en asséchant les marais, l'anophèle femelle, son nombre se réduit, et ensuite, une fois que les gens sont guéris, les prochaines piqûres de moustiques piquent les gens guéris, donc la chaîne est brisée. Je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. C'est connu du monde entier. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des cons, quoi. Donc, le fait qu'on nous ramène le vaccin, et avec l'histoire racontée par le président Bandakane à propos de ce bateau-là, signifie que le vaccin est devenu une arme stratégique. Et autre chose, je vous signale également que ce matin, il y a encore eu en Irak un hôpital qui a brûlé. Un hôpital dédié au Covid. Il y en avait déjà eu au Liban, maintenant c'est en Irak. Vous voyez, on parle de complotisme. Suivez la chaîne, suivez le fil d'Ariane. Messieurs, merci d'être là ce matin en attendant justement notre quatrième invité. Géopolitique, l'Afrique condamnée dans une nouvelle guerre de libération face à l'impérialisme occidental. C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Politique, l'Afrique condamnée dans une nouvelle guerre de libération face à l'impérialisme occidental. C'est le thème que nous mettons sur la table ce lundi 26 avril de l'an de grâce 2021. L'Afrique noire est mal partie, s'inquiétait l'agronome René Dumont au milieu des années 1960. L'Afrique est étranglée, insistait ce pionnier des questions environnementales. 60 ans plus tard, faut-il désespérer de l'Afrique? C'est notre grande interrogation. Surtout pas. Sans nier les défis climatiques et démographiques à travers une centaine de cartes, l'Atlas de l'Afrique offre un regard inédit. L'occasion, il faut le dire comme ça, de porter un autre regard sur un continent qui comptera 54% de la population mondiale dans moins d'une génération. En fait, c'est parce que l'Occident est conscient du potentiel de l'Afrique qu'il s'inquiète. Oui, il s'inquiète tellement qu'il fait circuler de fausses informations qui sont vite gobées par des esprits faibles, comme le déclare souvent Jean-Paul Mbelek. Les Occidentaux pondent de faux rapports. Ils obligent les États africains à s'endetter auprès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Club de Paris ou encore de Londres. Tout ça pour avoir quelque chose à réclamer au continent noir. Tous les chefs d'État qui ont goûté à la magistrature suprême ont été mis sous pression. Pas un seul n'a échappé à la gourmandise et à la pâte du gain facile des Occidentaux. Mais pour l'Afrique, mais pourquoi l'Afrique fait-elle si peur? Elle fait peur parce qu'elle est la mère de l'humanité. C'est elle qui nourrit le monde depuis des siècles. C'est elle qui bâtit, c'est elle qui donne la vie et détient encore la vie
aujourd'hui. Voilà pourquoi l'impérialisme occidental joue les prolongations sur le continent africain. Mais l'esclave qui connaît son maître, comme le déclare le président Banakani, n'a qu'un seul désir, couper la tête de l'abominable maître. Ils sont très nombreux, et ils ont d'ailleurs été très nombreux sur le continent à vouloir la tête du maître, mais ils ont été assassinés. Commençons ce matin, messieurs, par égrener le chapelet des personnes et surtout des présidents assassinés sur le continent africain. On commence déjà par Joseph Désiré Kabila. Vous allez écouter ses propos en quelques minutes. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime nôtre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandés. Nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne vais pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Et pendant ce temps, messieurs, juste après cette interview, eh bien, le 16 janvier 2001, Joseph Désiré Kabila sera tout simplement et entièrement assassiné. Mais cela ne se termine pas là. Nous allons également regarder cette autre image avec justement Idriss Déby Itno qui nous a quittés mardi dernier. Là encore, il nous dit clairement que les armes, eh bien, viennent d'ailleurs, viennent de la France, viennent de la Chine, viennent de l'Occident, viennent des États-Unis d'Amérique. Et oui, c'est ce qui se passe souvent sur le continent africain. Eh bien, quand la France va attaquer le quartier musulman, eh bien, les anti-balaka seront derrière pour étouffer justement ceux qui vont vouloir fuir et les assassiner. Voilà comment ça se déroule sur le continent africain. Vous avez entendu dire pas mal de grandes choses sur le continent africain. Mais voilà le complot. Le grand complot de l'impérialisme occidental sur le continent africain. À quand est-ce que cela va cesser? Eh bien, nous sommes là pour réveiller les consciences. Président Banakani, on ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs que ce sont eux-mêmes les Français qui ont fait cette investigation. Votre réaction? Monsieur Ngoz, pour ne pas parler de l'impérialisme en général, ça va sembler abstrait. Ce qu'on appelle l'impérialisme, on est dans l'hyper-impérialisme maintenant, il s'est même transformé en ce que j'appelle le global socialisme. Oui. Hitler, c'était le national-socialisme. Donc maintenant, c'est le global socialisme, c'est-à-dire on reprend les méthodes de Hitler sans Hitler. On ne développe plus que Hitler et on applique ça au niveau international. Donc la manifestation concrète de ce que je suis en train de dire, c'est le Covid. C'est le Covid. En passant, vous savez, l'ancien directeur technique de Pfizer, qui a démissionné apparemment, il n'est plus là, oui. Pfizer, a publié une alerte à toute l'humanité. Oui. Écoutez bien. On en a parlé sur ce plateau. Ah, très bien. C'est-à-dire que, et ça c'est récent, hein? Oui, très récent. Oui. Où il dit très bien que le projet, c'est la diminution de la population mondiale. Et il dit que ceux qui se sont vaccinés, ils ont autour de 3 ans. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Jean-Paul Bellec.
c'est le directeur technique de Pfizer. Vous comprenez? C'est le directeur technique de Pfizer qui le dit. Alors, si le directeur technique de Pfizer, c'est un complotiste, M. Ngos, chacun aura donc compris. C'est qu'on met dans le terme complotiste. Donc, c'était une parenthèse. Oui. Pour dire que nous n'allons pas disserter d'un impérialisme abstrait. C'est très facile. Le cas concret actuel dans le monde, actuellement, là, qui est dans l'actualité, c'est le cas tchadien. Qui est ce qu'on appelle, qui est un concentré de ces oppositions entre panafricanistes et impérialistes. Et toutes les contradictions secondaires qui sont autour de ce groupe. C'est de cela qu'il s'agit. Actuellement, première arme impérialiste là pour le Tchad, l'hypocrisie démocratique. L'hypocrisie démocratique. C'est-à-dire, le masque démocratique, ils avancent toujours masqués. C'est le masque démocratique. Tant qu'on n'aura pas fini de détruire ce masque-là, je dis bien le détruire, on ne pourra pas voir leur visage. On voit, mais tous les Africains ne pourront pas voir leur visage. La conscience panafricaniste, ça monte. Mais il faut continuer à l'agrandir, vous comprenez? Il faut continuer à augmenter, n'est-ce pas, le niveau de conscientisation. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Un, qu'actuellement au Tchad, le comité militaire de transition a violé la Constitution. Est-ce qu'on dit? Oui. On dit, voilà. Évacuons ça très rapidement. Il faut que ceux qui nous écoutent aient des arguments pour comprendre qu'au Tchad, on n'a pas violé la Constitution. De manière, au niveau de la lettre d'abord, le Tchad actuellement est à cheval entre deux constitutions. Les gens ne le savent pas. L'ancienne constitution avait été modifiée. Dans l'ancienne constitution, c'est le président du Parlement. Oui. Mais la nouvelle constitution qui devait entrer en vigueur... C'est le président du Sénat. Donc très bien, après les élections législatives. Donc il faut rappeler d'abord ça, que voilà la situation qui est au Tchad. On allait de manipuler les gens. Donc on avait déjà dit que le constituant tchadien, le constituant originaire, je dis dans le langage juridique tchadien, avait déjà dit que l'ancienne constitution elle était pratiquement caduque. Ne répondait plus, n'est-ce pas, à l'actualité tchadienne. C'est pour ça qu'on a voté une nouvelle constitution. Il restait seulement à l'appliquer. La dynamique électorale, le cycle électoral qui avait commencé là, devait s'achever avec l'entrée en scène de la nouvelle constitution. Après la présidentielle, les élections législatives, qui devaient donc déboucher sur l'entrée du bicaméralisme au niveau du Parlement au Tchad. Il faut dire ça aux Africains. Parce que de quelle constitution parle-t-on? De quelle constitution parle-t-on? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième argument, M. Ngos, c'est que si la rébellion avait réussi son coup, les amoureux de la Constitution, là, est-ce qu'ils auraient dit que les rebelles ont violé la Constitution? Si les rebelles avaient réussi leur coup, les amoureux de la Constitution, là, qui sont payés par la France pour raconter des inepties sur Internet, et les petites officines secrètes de Paris, et le petit ministère des Affaires étrangères, Petit Focard, et Jean-Yves Le Drian, est-ce qu'ils auraient dit que la Constitution a été violée? Ils auraient dit non, c'est la démocratie. Déby, c'est un dictateur. Et les rebelles sont des libérateurs qui sont en train de sauver le peuple tchadien des griffes du démon dictateur, Déby. Et c'est ce qu'on déversait déjà sur France 24 et sur RFI chaque jour. Chaque fois que les rebelles avançaient, son discours qu'on était en train de promouvoir. Le nom, c'est quoi? Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Écoutez bien, c'est pas par hasard. Front pour l'alternance pour le Tchad. Parlant de la lettre de l'esprit de cette constitution, M. Ngos, veut-on nous faire croire que l'esprit de la constitution tchadienne, si on prend leur constitution là, non, cet esprit, c'est que l'armée tchadienne doit se coucher devant une rébellion qui avance? Non, c'est-à-dire que, prenons donc la constitution là alors. Donc, la constitution là dit donc que quand les rebelles prennent les armes, l'armée doit s'arrêter parce qu'on veut chasser un dictateur et se coucher devant les rebelles qui sont des libérateurs du pays. C'est ce que dit l'esprit de cette constitution. C'est ce que dit sa lettre, M. Ngos. Troisième argument. Lorsque les gens disent que non, il faut respecter la constitution, il faut la respecter, la constitution est sacrée, on l'a violée. Mais les mêmes gens vous disent que Déby c'est un dictateur. Mais dois-je rappeler à ces gens que si vous admettez qu'il y avait une constitution sacré au Tchad, Déby n'est pas un dictateur. Puisque la présence de la Constitution indique que c'est un état de droit. Mais M. Ngos, ben oui, en sciences politiques, la Constitution est la preuve qu'on est dans un état de droit. Donc c'est la loi fondamentale.
C'est la loi fondamentale. Donc, vous voyez donc l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie dans l'analyse. Vous dites que c'est un dictateur. En dictature, il n'y a pas de constitution, puisque en dictature, la constitution, c'est le dictateur. Mais maintenant, vous êtes en train de dire que non, la constitution était sacrée. Donc, le dictateur Déby avait mis en place une bonne constitution qui vous plaisait, même vous les démocrates là, dont vous aimiez tellement sa constitution. Quand il était président, mais vous l'appeliez dictateur. Maintenant qu'il vous l'avez assassiné, vous demandez non, il faut que l'Amérique reste la constitution. Donc c'était une bonne constitution. Monsieur Jean-Paul Bellec, mais comment peut-on avoir une bonne constitution et avoir la tête du pays un dictateur? Et c'est cet agrégé qui parle. Hein. Les docteurs en droit, les agrégés en philosophie, c'est eux qui parlent comme ça. Alors, l'autre argument, je terminerai par là, l'autre argument c'est que, regardez aujourd'hui en France, qui est leur pays de référence? Quand la France fait quelque chose, ceux-là, ils gobent seulement, ils avalent, ils répètent. Je l'ai dit, je l'ai voilà. dit. Actuellement en France, par quoi M. Macron justifie l'état d'exception qui est en France? Par quoi? Il dit que la France est en guerre contre un ennemi invisible. Première contradiction. On peut être en guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Ça dit qu'au niveau du sommet de l'État, il y a des telles inepties, même dans l'énoncé de premier niveau. On veut dire que non, la France est en guerre contre un ennemi invisible. Bon, et en même temps, l'ennemi invisible a un nom, professeur Bellec. Il s'appelle Covid. Mais comment une chose peut être invisible, en même temps avoir un nom? Mais M. Macron a dit plusieurs fois que la France est en guerre contre un ennemi invisible. Et au nom de la présence d'ennemis invisibles, M. Macron a suspendu toutes les libertés en France. M. Macron a parasité la Constitution française en mettant entre la Constitution et le président et le peuple français un interface qu'on appelle comité scientifique, qui est composé de corrompus, de personnes achetées par Big Pharma, M. Gauss. Et au nom de cet attelage nauséabond et anticonstitutionnel, n'est-ce pas, dans l'esprit de la Constitution française, quand vous la lisez, M. Macron justifie l'état d'exception. Et le Parlement a été totalement domestiqué. On vote les lois actuellement au Parlement français avec 2 députés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être absents parce qu'il y a le Covid. Et s'il y a 3 députés, on vote les lois. M. Gauss. Mais le Tchad n'a pas l'ennemi invisible, Jean-Paul Bellec. L'ennemi invisible. Ce sont des rebelles terroristes. L'ennemi invisible. Au nom de quoi, ce qui est valable pour la France. Pays des Lumières. Pays très lumineux. Il n'est pas valable pour le Tchad. Alors que l'ennemi est visible. Des gens piétinent la constitution du Tchad. Décident d'engager une rébellion terroriste pour mettre le pays à genoux et le détruire. Et on demande à l'armée de dormir tranquille. On va jusqu'à assassiner le président, l'incarnation de la Constitution. C'est lui qui incarne la Constitution. On l'assassine au front. On demande à l'armée de rester tranquille. L'armée a fait son devoir. La lutte contre l'impérialisme, si je vous ai déjà dit ça, c'est aussi et surtout un combat idéologique. Un combat de la pensée. Si votre pensée est faible par rapport à la pensée impérialiste, vous ne pouvez pas la battre. Parce que la pensée vise à contrôler le mental des gens. Justement. La pensée vise à légitimer dans la mentalité l'oppression impérialiste. Les offensives impérialistes, qui sont des offensives sataniques, ne peuvent pas réussir si on ne les maquille pas par une pensée qui amadoue les mentalités des gens. Il faut détruire la pensée impérialiste pour la remplacer par la vraie pensée de combat. La pensée panafricaniste. Celle que nous sommes en train de mettre en œuvre là, M. Gauss. Alors, dans le cas d'espèce, je vais terminer par là. Actuellement au Tchad, M. Gauss, l'Afrique n'est pas condamnée, nous avançons. Nous avançons. Est-ce que vous savez que le comité militaire traditionnel a dit au Rebelle, allez vous faire foutre? Vous êtes au courant, oui. Allez vous faire foutre, il n'y a pas de dialogue. Paris a échoué dans son plan. Et Paris passe par son poulain. Je suis gentil. Le président faussement élu démocratiquement au Niger, faussement élu, M. Bazoum, pour venir dire qu'on veut négocier. Mais si vous voulez négocier, pourquoi vous avez pris les armes? Pourquoi vous avez assassiné le président maréchal au fond? Alors maintenant, ceux qui veulent nous dire que non, c'est un meurtre familial à l'intérieur du palais. Et comment c'était? Ils n'ont plus d'arguments maintenant. Parce que le médecin légiste a dit que la balle, c'est quoi? La balle est venue du haut. On avance, hein? Et la balle est venue de haut. Mais si la balle vient de haut, ça veut dire que c'est pas, on n'a pas tiré en face. Mais quand on tire en face de vous, ça ne vient pas du haut. Quand la balle vient du haut, ça veut dire au moins, c'est quelqu'un qui a été très haut placé. Mais on ne peut pas dire ça parce que c'était au désert. Ça suppose donc que c'était soit un avion, soit un hélicoptère. Vous comprenez, M. Gauss? Donc actuellement, nous avançons sur le continent. Les dynamiques, jamais on n'avait vu en Afrique centrale le patron impérialiste du précaré français, entre guillemets,
voyager, venir dans son précaré, et les présidents ne bougent pas. C'était interdit dans les usages. C'était impossible. Aller fouiller. Le Jupiter de l'Élysée, coincé, court pour venir au deuil. Parce que si la France avait réussi son coup, Macron ne s'est pas venu au deuil. Il s'est resté dans son palais pour mieux nous humilier, demander au petit gars, comme il devait l'appeler, le jeune président, de venir lui faire allégeance. Et il court pour venir au deuil parce que, sur le plan de la communication géopolitique, il a perdu la bataille. Il sait que les Africains ont compris que c'est la France qui a tué géopolitiquement le maréchal. Il vient au deuil. Il veut aussi un deuxième coup. Il veut venir faire la confusion pour que les présidents d'Afrique centrale viennent faire allégeance au patron. Il se retrouvait seul. Seul. Et pour aller faire hommage au maréchal, il était obligé de se cacher derrière le président congolais. Tshisekedi. Parce qu'il était seul. Ben, on avance, M. Ngos. Il va falloir seulement que nous sachions équilibrer, manier l'exigence des alliances avec l'indépendance. C'est-à-dire que vous vous alliez, vous faites des alliances, mais sans brader votre indépendance. C'est ça qu'il faut construire. C'est ça qu'il faut savoir manager. Ben, avec la grâce de Dieu et avec la mutualisation des intelligences. On est en train d'y arriver, M. Ngos. On est en train d'y arriver. Pourquoi la France tremble maintenant? Elle tremble parce qu'elle sait qu'à 2 pas, il y a la Russie. Et que c'est fait moins d'heures, la Russie va entrer au Tchad. Il ne faut pas cacher. Et nous savons maintenant, on sait que Déby était très avancé dans les négociations avec la Russie. Très avancé. Très avancé. Alors, c'est d'ailleurs l'une des principales raisons de son assassinat. Il était très avancé. Les gens ne le savent pas. Mais nous, on le sait. Il était très avancé. Donc, voilà le niveau où on est, M. Ngos. Nous avançons dans la dynamique de libération du continent africain. L'important, c'est de s'assurer que dans les alliances nécessaires dans ce combat, puis c'est un combat global nécessaire, il faudra tout faire pour articuler très bien alliance et conservation, consolidation de notre indépendance. Et les documents, nous en avons justement à propos de cette alliance avec la Russie, avec le maréchal, on l'appelle d'ailleurs le maréchalissime, Idriss Déby Itno. Herman Moussinga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les panélistes, bonjour en particulier au président Bandakani, et bonjour à Anatole, bonjour au docteur, oui, qui est un frère depuis des lustres et que je n'ai pas vu depuis très longtemps aussi. J'ai mal, Steve. Vous venez directement tout droit du Tchad. Vous êtes arrivé samedi dans la soirée. Et laissez-moi vous dire en toute vérité, vous êtes d'ailleurs un témoin, je vous ai plusieurs fois appelé parce qu'il était question que le président Bandakani me rejoigne au Tchad. Oui. Il était question pour moi de faire monter le président Bandakani ici présent. J'étais malade. Ça, je le dis à Mondo Vision. Et l'excuse que j'ai pu donner au maréchal, c'était que le président sortait d'une grande maladie. Et il était question que le président Bandakani soit à l'investiture du maréchal. Ça, c'est une confidence que je donne à Mondo Vision. Je n'ai même pas eu le temps d'en discuter avec le président Bandakani, mais je le dis comme ça pour que les téléspectateurs le sachent. Et j'ai mal parce que j'ai rencontré un homme, un panafricaniste de pur sang. Ça, je vais vous le dire, qui ne cachait pas son panafricanisme et qui nous a confié d'ailleurs au premier entretien, qui nous a confié une mission et nous disait, vous savez, le peuple tchadien, c'est un peuple qui va certainement comprendre difficilement parce qu'on a un mouvement, on est allé sous la bannière du mouvement des jeunes patriotes panafricains, c'est le mouvement qui nous a amené en N'Djamena. Alors il nous a dit, prenez la peine de sensibiliser la jeunesse tchadienne pour qu'elle comprenne quels sont les enjeux du panafricanisme. C'est une mission dure, très dure, mais allez-y, ne vous découragez pas, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Et ça, il nous l'a dit, il nous l'a prouvé. Et on s'est rendu compte, lors de cet entretien, moi, je n'étais pas surpris parce que ce langage, je l'avais déjà à tout moment. Je savais cette façon de parler de votre pays. J'avais cette façon de défendre l'Afrique de manière générale, cette façon de défendre le Tchad de manière particulière. Mais d'ailleurs, il me disait, vous savez, le Tchad doit être un village. Et dites-le à la jeunesse tchadienne, le Tchad doit être un village et l'Afrique doit être un pays. Et nous sommes sur cette lignée. N'ayez peur de rien. Nous sommes derrière vous.
Et quand on s'est dirigé vers les universités, vers les collèges, quand il fallait parler du panafricanisme, à notre première sortie dans les établissements, quand on a envoyé les images au maréchal, il était question de réunir, notre première sortie, on a réuni plus de 2000 étudiants de l'université de Ek, Tchad, une université, où quand on rentrait, on a également été très bien accueillis et les étudiants étaient nombreux. On a pris la parole, on leur a tenu d'abord un discours de patriotisme. On leur a rappelé combien de fois il était important d'être d'abord patriote afin de procéder au panafricanisme. Les deux vont de pair. Si on a la volonté de construire son pays, de construire son continent, et on a constaté que la jeunesse tchadienne, loin de cette image qu'on avait d'elle, était une jeunesse attentive, était une jeunesse qui était prête, qui avait compris les enjeux. Et le message est passé. Quand on a envoyé ces images au maréchal, il a dit alors là, vous me faites voir des choses. Parce que après notre discours, il y a eu des échanges. Et les jeunes, nombreux, échangeaient avec nous. Et nous, on avait nos caméras. On a filmé, on a envoyé les images au maréchal le soir. Et le maréchal a dit, vous me faites voir les choses. Donc la jeunesse tchadienne commence à se conscientiser. On dit oui. Oui. Et il était très très content de nous, de ce parcours qu'on a continué auprès des communautés étrangères vivant au Tchad, auprès de la jeunesse tchadienne dans les quartiers, auprès des collèges, et tout jusqu'à la période électorale. Je dis, quand je l'ai dit, je serais encore plus triste en me souvenant tout simplement d'un dernier rempart qu'on avait. C'est-à-dire, quand je dis dernier rempart, dans le cas du panafricanisme, je ne sais pas si je le faisais avec la force de l'Éternel, car notre banderole d'installation du mouvement au Tchad, l'antenne du Tchad, en plein cœur du continent africain, on avait le maréchal, et le message que nous avions en dessous, c'était « Célébrons nos légendes pendant qu'elles sont vivantes ». Je ne sais pas si cette inspiration était divine, et au moment où il fallait donc célébrer cette légende, elle nous quitte. Elle nous quitte. Donc voilà pourquoi je dis, voilà un dernier rempart qui tombe. Et ce qui me fait encore plus mal, parce que je ne l'avais jamais rencontré, mais pour une fois j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré un Africain, j'ai rencontré un panafricaniste, j'ai rencontré pas un maréchal, pas un président, mais un Africain de pure souche. Pourquoi? Parce que quand tu rentres au palais, tu vois la façon dont les gens sont assis, tu vois la façon dont les gens vivent, tu te poses la question de savoir, est-ce qu'on est dans un palais présidentiel? Quand tu vois comment les gens sont en train de travailler à côté, des gens coupent le marbre, il y a des travaux dans un appartement, mais le maréchal est à côté. Tu te demandes, mais attends, est-ce un président de la République ou est-ce un maréchal? Mais j'ai encore compris que j'avais affaire à un homme, à un Africain de pure souche. Donc vous pouvez imaginer la tristesse qui existe en moi, au plus profond de moi. Le président Bandakani l'a dit tout à l'heure, et je le dirai jamais assez, sachons qu'on a du boulot. On a du boulot, que c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, pourquoi? Parce que il y a cette jeunesse naissante qui doit savoir s'approprier réellement et profondément les mécanismes du panafricanisme pour nous sortir du gouffre. Parce que toutes les légendes qui ont levé les têtes, toutes les légendes qui ont essayé
de placer la poitrine pour défendre le continent ont été assassinés. Assassinés. Et ces messages, ces légendes-là, et ces assassinats doivent servir de modèle pour nous permettre de défendre notre continent, notre race, et même nos vies. Merci beaucoup Herman Mushinga d'être ici ce matin. C'est avec beaucoup de nostalgie et surtout de tristesse que vous parlez. On vous comprend parfaitement. Je rappelle justement à nos téléspectateurs que vous êtes rentré vendredi soir. Oui, vendredi soir. Et par pirogue, il faut préciser. Oui, j'ai traversé le Logo. Parce que vous m'avez appelé pour me dire que vous êtes en train de traverser. Justement parce que mardi, à l'annonce de la nouvelle, il fallait prendre la peau d'escampette. Parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il fallait, quand on a eu l'information et on a reçu les images, on s'est dit, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, laissez-moi vous dire pour la petite histoire, le maréchal devait nous dire au revoir mercredi. Il devait nous recevoir pour nous dire au revoir. Donc, il était question pour nous de reprendre la route vendredi ou samedi. Prendre l'avion, rentrer normalement. Il était question pour nous de prendre la route jeudi ou vendredi au plus tard. Mais à la tombée de la nouvelle et les images qu'on avait, on s'est dit non. On s'est dit non, c'est impossible. Laissez-moi vous dire que quand on part de l'hôtel pour la frontière, on se dit arrêtons-nous d'abord à l'ambassade du Cameroun. On s'arrête à l'ambassade du Cameroun, on obtient les laissez-passer. On nous dit de l'ambassade, on nous dit non, ça circule, ça roule, ça passe, on n'a pas fermé. Alors que le message était déjà passé de fermer les frontières. Donc, quand on arrive à la frontière, on trouve que la frontière est déjà fermée. Tout est fermé, on ne pouvait plus rien. Et nous, notre souhait était de regagner l'autre rive. Ce qu'on a fait par une pirogue. Et merci à toutes les personnes qui nous ont facilité ce trajet pour arriver du côté de Koussiri et reprendre dans le chemin pour arriver à Douala vendredi. Merci en tout cas à vous d'être là ce matin sur notre plateau parce que vous avez justement vécu la vérité et surtout la réalité sur le terrain. Vous nous direz tout à l'heure justement ce qui se passe de ce côté-là. Je vais me tourner vers vous, docteur Jean-Paul Mbelek. Pendant ce temps, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, la France a échoué sur le continent africain. La seule chose qu'elle a à faire aujourd'hui, c'est de quitter justement le continent. D'abord, j'aimerais dire bonjour à Herman Mushinga. Effectivement, on se connaît, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Alors, j'ai entendu ce qu'il a fait là-bas au Tchad, sa proximité avec le maréchal et comment il a affecté, comme nous tous, mais lui encore plus, puisque ça le brûle à la chair, en fait, vu la proximité et le travail qu'il a eu à faire au Tchad avec les jeunes. Bon, moi, j'aimerais dire quelque chose. Avant de répondre sur le cas de la France, qui n'est qu'un agent parmi d'autres agents. Ils ont des commanditaires sur lesquels je commence à m'interroger. Donc c'est pas la peine pour ceux qui diraient que, bon, on est à fond dans la thèse complotiste, donc c'est pas la peine qu'ils se disent que, le docteur Jean-Paul Mbelek aussi est devenu un illuminé. Je ne suis pas un illuminé. Je suis un très bon scientifique, c'est pas un problème. Et j'aborde des problèmes de façon scientifique. En particulier, j'ai un outil d'investigation qui s'appelle les mathématiques. Donc, sérieusement, quand on a un problème qui dure aussi longtemps et qui devient un problème crucial pour la vie de milliards de gens, parce que l'Afrique, c'est des milliards de gens aujourd'hui, on ne peut pas le traiter à la légère. Et il faut le prendre par le bon bout. Hein, il y a l'adage qui dit que soit on prend le serpent par la queue, ce qui est vrai, hein, on risque de se faire mordre. La meilleure façon de l'attaquer par la tête, ne serait-ce qu'en jetant une couverture sur sa tête, il se calme, et puis on le saisit. Voilà, donc il faut tenir compte des réalités. Dieu, le créateur de ce monde, a posé une loi que lui-même respecte. Si vous passez à côté de la loi, qui vous aime ou vous aime pas, comme lui-même respecte cette loi, ça va vous toucher. Donc nous sommes obligés de respecter les lois de la nature. Donc il faut donc que je me dis que je dois regarder sérieusement ce qui peut expliquer un tel acharnement, parce que ce n'est même plus de la haine, contre les Africains. C'est qu'il y a un problème de fond là qui ne s'explique pas si on considère seulement qu'on a des êtres humains contre des êtres humains. C'est pas vrai. Il y a un élément supplémentaire, parce que celui-là ne sera pas suffisant. Je dis pourquoi. Parce que d'abord j'interroge l'histoire. Je sais que
de façon sûre. Ceux qui en doutent n'ont qu'à aller vérifier les chroniques et les archives historiques. Je sais pour sûr, parce que la France fait partie de l'Occident, l'Europe, Oui. que jusqu'au XVe siècle, c'est-à-dire avant 1500, il n'existe pas de documents archivés. Donc, quand même pas me parler d'élucubration. Il n'existe pas de documents archivés en Europe dans lesquels les Européens traitent les Africains comme des meubles ou sans considération. Ça n'existe pas. Je dis qu'on m'apporte la preuve. Moi, j'en ai pas. Historiquement parlant, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des choses qui commencent à partir du XVe siècle. Avant l'esclavage même. Et j'ai regardé pour voir le temps que cela a mis, depuis les origines attestées, jusqu'au XVe siècle, pour que cela mûrisse. Eh bien, ça a mis au minimum, c'est 1000 ans. Parce que le Talmud, c'est des écrits qui remontent à 500 après Jésus-Christ. Je signale également que dans le judaïsme, il y a encore des juifs qui ne reconnaissent pas le Talmud. Il y a un groupe juif, ce qu'on appelle les Karaïtes. Ils ne reconnaissent pas le Talmud. Bon. Sinon, tous les autres ont été soumis. Donc déjà, au niveau de la religion juive, les talmudistes les ont déjà soumis. Les Khazariens. Sauf les Karaïtes, là, qui continuent à faire la Le résistance. talmudisme, ce sont les Khazars. Il faudra préciser. Oui, tout à fait. Qui arrivent avec les Askénazes. Donc, pendant ces 1000 ans, ça donne quoi désormais? Ça donne Nicolas V, qui va sortir une bulle papale, dans lequel tout Africain est un esclave. Pendant ce temps-là, on travaille tout le Moyen-Orient. On fait un génocide chez les vrais Arabes. Parce que les vrais Arabes sont des Noirs. À l'époque de Mahomet, l'Arabie, majoritairement noire, et sont les Noirs qui tiennent la politique. Même le shérif de la Mecque était noir. Parce que c'est leur pays d'origine. La langue arabe est une langue de Noirs. Ce n'est pas une langue de gens blancs ou clairs de peau. C'est faux. C'est une langue de Noirs. Et d'ailleurs, toutes les langues sémitiques sont des langues de Noirs. Les Cananéens sont des Noirs. Référez-vous même à la Bible. Misraïm, Canaan, descendants de Cham. On est d'accord? Clair et net. Très bien. Donc, ce sont toutes ces populations noires. Les langues sémitiques qui se parlent encore en Afrique, par exemple, le Geuz, l'Amara, en Éthiopie, sont des langues sémitiques. Ça se parle en Afrique. On n'est pas en Arabie, là. Le gouvernement israélien même, pour sortir la langue hébraïque qu'on parle aujourd'hui, ils ont eu à aller en Éthiopie pour récupérer des expressions et des mots là-bas et intégrer dans leur langue qui est parlée aujourd'hui, langue moderne. Donc, je dis que il faut donc essayer, en sens on pose une hypothèse et on voit si elle amène plus de lumière que sans cette hypothèse. Sa validité, c'est qu'il n'y a rien. Une science comme la physique, je le dis ici, moi je suis physicien, hein, mais vous savez que nous utilisons les mathématiques, mais je suis physicien. Je dis, je suis physicien, on ne m'apprend pas mon métier. Je suis un expert dans mon domaine, on ne m'apprend pas mon métier. C'est-à-dire que quand je dis, même quand je parle de maths, hier on a parlé de maths, je me suis arrêté en chemin, ce n'était pas l'objectif. Même quand je parle des mathématiques, quand moi je dis des choses, que ce soit en mathématiques ou en physique, je suis sûr de ce que je dis. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois. Donc, je dis. Donc, je n'ai pas besoin de lire un livre pour dire ce que je vais dire maintenant. Je le sais par la pratique de mon propre métier, à l'usage. Allons-y. La physique est une science fausse par définition. Et nous sommes bien contents qu'elle soit fausse. Donc, fausse dans quel sens? Dans le sens où les humains s'attendent toujours à ce que, quand on dit une vérité, c'est la réalité, elle est ainsi. Non, on n'est pas Dieu. La physique ne dit pas comment est la réalité. Elle interprète la réalité. Et d'une certaine façon, de façon causale. Celui qui veut comprendre c'est quoi cette causalité n'a qu'à venir prendre des cours avec moi. Et ce n'est pas gratuit. Je préfère le dire. Les cours ne sont pas gratuits. La gratuité n'existe plus pour moi. Ok? Parce que ça, c'est une façon de mépriser le savoir de quelqu'un. On paye le prix même si on ne paye pas cher. On paye quand même. Autre chose. La vérité physique est donc basée sur des paradigmes. Bon, si tu veux, je chute, hein. Allez-y, on vous suit. C'est un cours que je fais là, il est gratuit pour l'instant. Voilà. Il ne sera pas tout gratuit. Donc, la physique est basée sur des paradigmes. Et dans les paradigmes, ça ne tient que tant que ça répond vis-à-vis de ce qu'on observe. Quand ça ne répond plus, il faut changer de paradigme. Et c'est dans ce sens-là, je dis que la physique ne dit pas la réalité. Elle ne fait que l'interpréter d'une façon causale. Est-ce que c'est clair? Comme c'est clair, je continue.
Mon hypothèse est la suivante. Sous ces précautions par rapport à ce que je vais dire, et comme vient de parler du Munet, vous voyez, je vous montre que je maîtrise bien, je n'ai pas perdu la tête. Bon. La meilleure hypothèse pour comprendre ce qui se passe là, c'est celle qui circule dans les réseaux, dans les Internet, tout ça là. Réseaux sociaux. Oui, c'est qu'on a affaire à des reptiliens. Quelque part, il y a des reptiliens. Il y a des êtres qui ne sont pas des humains comme nous. Cette hypothèse permettra de comprendre un peu mieux ce qui se passe. C'est la vérité, il faut la dire directement. J'explique. Pour qu'on comprenne comment un scientifique comme moi peut en arriver à prendre un peu ça. Parce qu'il y a un fil d'Ariane. Donc, dès qu'il y a un fil d'Ariane, c'est une pelote qu'on peut tirer. Ah, je peux maintenant enchaîner les raisonnements et vérifier à chaque fois qu'il les fait. Vous savez qu'avant que les mammifères prospèrent sur cette planète, donc finalement donnent lieu à des êtres humains que nous sommes, il y a eu les dinosaures. Or, le règne des dinosaures a duré plus de 400 millions d'années avant qu'un jour un astéroïde tombe sur Terre et les détruise. Les restes des dinosaures aujourd'hui sont les oiseaux. Les autres sont tous les gros oiseaux ont disparu. Si, à partir de ce moment-là, 65 millions d'années, au moment où cet astéroïde tombe sur la planète, les mammifères se mettent à prospérer. Des petites bêtes de rien du tout là qui maintenant prospèrent. Ça a donné jusqu'aux lions, jusqu'aux êtres humains. Qui finalement, c'est-à-dire que les mammifères ont donné lieu à une espèce intelligente que sont les êtres humains. Ça ne fait que 65 millions d'années. Quant à l'être humain, ça ne fait même pas 200 000, 300 000 ans qu'il existe. Même si on prend les espèces anciennes, on peut remonter au maximum à Toumaï 7 millions d'années. Vous croyez que les dinosaures qui, eux, ont prospéré pendant plus de 400 millions d'années, eux, ils n'ont pas donné lieu à une espèce intelligente? Je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que tu veux que je chute. Donc, je vais chuter là pour montrer que quand on tire le fil d'Ariane, maintenant, il faut prendre au sérieux la thèse reptilienne. Sans compter que Hollywood a tendance à nous montrer à travers ses films et ses feuilletons des choses qui sont plus ou moins en relation avec la réalité présente ou future. Bon. Alors, donc pour chuter, la France n'est qu'un serviteur zélé, enfin je parle des gouvernements français, de cet talmudiste-là. Et un des serviteurs zélés, c'est Napoléon Bonaparte. Il y aurait beaucoup à dire sur la violation de constitution par Napoléon Bonaparte. Parce que quand il devient premier consul, il a fait un coup d'État. Alors allez demander aux Français ce qu'ils en pensent. De Gaulle a fait un coup d'État. Pardon? De Gaulle. De Gaulle Tout aussi. récemment, c'était un coup d'État. C'est même un dictateur. Voilà. En France, on considère comme un dictateur. Sans compter que Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. Donc ce n'est pas un bienfait pour nous. Donc ce qui est un bienfait pour eux n'est pas un bienfait pour nous. Il est temps maintenant que nos affaires commencent à regarder de notre côté. La France, elle ne paie rien pour attendre. Et c'est le peuple français qui va en souffrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, je crois qu'ils ont intérêt à arrêter l'addition là, parce que pour nous, c'est le dernier président. Si on en a d'ailleurs, j'ai dit ici, si on en a la preuve. Déjà, j'avais dit que les balles vont parler. Oui, le président Banaké nous a donné l'élément tout à l'heure que ça donnait d'en haut. Lorsqu'on aura la preuve que c'est vraiment l'armée française, alors moi, ma fatwa, je la réitère. Lorsqu'on en aura la preuve, ma fatwa, c'est que, comme l'homme qui a été assassiné, si on a la preuve que c'est la France, pour l'instant, on continue à investiguer. L'homme qui a été assassiné étant du plus haut niveau, il faudra atteindre l'homme le plus haut niveau de la France, à ça, Emmanuel Macron. Et au moins 9 autres après avec lui, de haute responsabilité. Ce n'est pas du terrorisme. Ils nous ont fait du mal, il est maintenant temps que nous osons le rendre. Merci beaucoup à Dr Jean-Paul Bellec. Merci également pour le cours de mathématiques et surtout de physique en même temps que nous sommes en train d'expliquer justement sur un sujet. Albert Anatole Haïssi, la France aime à donner justement des leçons. Elle qui, il faut le préciser, n'aime pas en prendre. Et pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, eh bien les Africains ne veulent plus des leçons venant de la France. L'Afrique a besoin de se réveiller. L'Afrique a besoin d'être libre. Oui, il faut quand même remarquer que j'étais un peu à la stratosphère avec les cours de physique, de mathématiques de Jean-Paul Bellec. C'est important pour le combat. Non, disons que moi j'étais un peu perdu là. Allons-y, Albert Anatole Haïssi. Oui. Maintenant, pour revenir à la thématique, moi, je voudrais dire 3-4 choses. Je voudrais rassurer Jean-Paul Bellec qu'il est établi que c'est la France qui est derrière l'assassinat de c'est clair. Pour nous, ce n'est plus... Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. Et là, je vais également utiliser les éléments presque mathématiques que vous avez utilisés. Bravo. La France a une base militaire sur le sol tchadien. Et la principale, enfin, là, Et à côté, vous avez les AWACS américains qui s'occupent du renseignement en principe prévisionnel. Vous avez une colonne qui part de la Libye. Ça traverse une partie du Niger, ça arrive à l'intérieur du territoire tchadien. Vous pouvez me faire penser que
les services de secret français n'étaient pas au courant de toutes ces manœuvres derrière au niveau de la frontière, alors qu'ils ont justement des radars, des drones. Est-ce que vous pouvez me faire croire que les services secrets français ne connaissaient pas la position, n'avaient pas les coordonnées justement géographiques de la position, n'est-ce pas, non pas seulement des rebelles, mais également de la position du, n'est-ce pas, du maréchal. C'est important. Donc moi je pense que de ce point de vue, le débat a été évacué. Macron était au Tchad pour venir assurer le service après-vente. Je l'ai dit hier, il le répète ce matin. Les services après-vente sont les mots justement d'Idriss Déby de nous. Hein? Absolument. La même chose qui s'est passée en Libye, c'est la même chose qui c'est la même chose, c'est le même scénario qui s'est passé au Tchad, avec l'assassinat de Kadhafi et l'assassinat d'Idriss Déby. C'est le même scénario pratiquement. Oui. Mais sauf que monsieur Sarkozy, en son temps, très aimé de sa personne, ne pouvait pas aller là-bas parce que là-bas, il y avait déjà un conflit. J'allais dire, il y avait déjà le désordre qu'ils ont créé là-bas avait avoir des conséquences sur sa propre sécurité. C'est pas la même chose au Tchad. Sur le temps qu'avec une base militaire au Tchad, il a amené sa propre sécurité. Il y avait, bon, bref, c'était une parenthèse. Je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique, oui, l'Afrique est engagée dans une nouvelle guerre. C'est même pas un questionnement. Nous sommes engagés dans une nouvelle guerre sur au moins 2 ou 3 fronts. D'abord, au niveau de la souveraineté, d'une manière générale. Il parle de la souveraineté politique. Une guerre contre les dogmes, parce que c'est ça le problème. Nous avons un point avec les dogmes qui nous sont justement transmis ou inculqués par les autres. Nous sommes en guerre contre les mondialistes. Oui, nous sommes en guerre pour notre souveraineté économique. Et de ce point de vue, vous ne faites pas, à mon sens, lorsque vous faites l'inventaire macabre des assassinats politiques sur le continent africain, et qui sont pour la plupart attribués aux mêmes auteurs, restez tranquille, ça veut dire que c'est vous le problème. Quelqu'un ne peut pas parcourir des milliers de kilomètres et arriver dans votre plantation, bien dans votre maison, il commet des exactions, il repart tranquillement à chaque fois. Et vous restez tranquille, ça veut dire que c'est vous le problème. De ce point de vue, je ne voudrais pas être subjectif, ce sont les faits. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons, à chaque fois, vous avez tout à l'heure fait passer à travers la civilisation un élément qui concerne le président Kabila. Oui. Quelques jours après cette sortie, il est assassiné. Justement, le 16 janvier 2001, il a été assassiné. Vous avez une interview d'Hissène Habré qui est passée dans une média, à l'époque, je crois que c'était un média français. Quelques jours après cette interview, c'est un coup d'État dont il est victime et qui est commandité par qui? Par la France. Chaque fois qu'Idriss Déby est sorti, a fait des sorties comme il en avait l'habitude, plusieurs fois, il a raté, il a failli être assassiné. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Et cette fois, ils l'ont bien eu parce que là, c'est un sniper. Parce qu'il est établi que c'est un sniper qui a tiré, qui a exécuté le tir fatal. Donc moi, je pense que on n'a pas besoin de passer par 4 chemins parce qu'en réalité, toutes les thématiques que nous débattons dans le cadre de cette tribune chaque matin se rejoignent. C'est-à-dire, ces thématiques portent sur la libération de l'Afrique, sur l'émancipation de l'Afrique, sur la conscientisation des Africains, sur la souveraineté des Africains. Le continent africain, ce n'est pas un pays, c'est un continent qui a plusieurs États. Il est donc incompréhensible que vous avez des individus illuminés qui viennent chaque fois, justement, parce qu'ils passent parce que leur livre, leur protocole de Toronto estime être ce qu'ils appellent ils disent que les populations n'ont pas de mémoire historique. Donc ils s'appuient donc sur ces concepts. Je commence à croire qu'ils ont eu raison de déclarer au fort que sur le continent africain, eh bien, les populations n'ont pas une mémoire historique. Puisque justement, ils prennent la précaution de venir, d'étudier notre psychologie, nos comportements, nos attitudes. Avant de venir, ils prennent des années de cours pour cela. Ils prennent des années de cours pour cela. Lorsqu'un ambassadeur arrive sur le continent africain, ils prennent des années de cours pour cela. À travers leurs relais locaux, ceux qui se font passer pour des humanitaires ou bien des journalistes, parce qu'ils passent, ce sont eux qui sont les relais. Donc je pense qu'aujourd'hui,
il ne faut pas passer par quatre chemins, par mille chemins. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas un questionnement. C'est une évidence. Nous sommes en guerre. Donc je pense qu'aujourd'hui, et je sors par là, la guerre la plus fondamentale est d'abord la guerre contre les dogmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lisez les commentaires dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, vous constatez qu'en fait, il y a un certain nombre d'Africains qui ne sont même pas conscients des enjeux. Ils ne sont même pas conscients de la menace. Ils sont très nombreux d'ailleurs dans ce cas. Très Il y a nombreux. même, ceux qui sont nombreux même, sont ceux-là même qui aiment tellement la France. Et ils ne sont pas très nombreux. Je pense qu'aujourd'hui... Plus que les Français eux-mêmes. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un Africain qui n'est pas panafricaniste a un problème. Parce qu'aujourd'hui, au regard des faits historiques que nous pouvons à suffisant convoquer dans le cadre de cette tribune, à savoir les assassinats politiques, les déstabilisations, les guerres, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut que se dire les choses. Nous avons un problème. Je voudrais sortir par le dernier élément qui a été présenté par la réalisation. Vous constatez justement que ce qui se passe sur le continent africain, il s'agit de liguer les Africains contre les Africains. C'est-à-dire, les gars, ils viennent sur le fallacieux prétexte de maintenir la paix, mais ils se mettent devant dans un premier temps, et ensuite, ils se mettent en arrière pour que vous fassiez le sale boulot. C'est le même schéma qui s'est passé au Burkina Faso, c'est le même, j'allais dire, en Côte d'Ivoire, c'est le même schéma qui s'est passé au Mali, c'est le même schéma qui se passe en Afrique, c'est le même schéma qui s'est passé au Tchad. C'est-à-dire, vous avez des individus qui sont là uniquement pour vous mettre au désordre, pour vous assassiner. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'il est important, j'ai l'habitude de le dire, il s'agit d'un problème qui concerne, d'une Afrique qui concerne non pas les dirigeants actuels ou à venir, c'est une Afrique qui concerne les peuples. Parce qu'il s'agit du combat des peuples. Il s'agit justement du combat des peuples. Et pendant ce temps, messieurs, la France ne va jamais s'arrêter de nous faire des discours de démagogie avec la complicité de la réalisation. Nous allons juste regarder Emmanuel Macron, nous allons parler jusqu'à la fin de cet élément. Il nous déclare haut et fort que si les chefs d'État qui ne veulent plus de la présence française sur le continent, ils n'ont qu'à venir le lui dire. Regardons ensemble juste cet extrait d'Emmanuel Macron par la suite. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux. Merci messieurs de nous avoir montré justement cette vidéo. Elle pouvait continuer, je voulais juste ces mots. Et je vais me tourner vers vous, président Badakani. Vous êtes très inspiré d'ailleurs, on m'avait dit à l'oreille tout à l'heure que vous êtes très inspiré. Il veut une clarification. Et justement, est-ce qu'ils veulent de notre présence? Eh bien, ça fait des années, président Badakani, que vous et moi, nous avons commencé depuis 11 ans déjà. Seulement en 2021. Hein. Bien sûr. Voilà. Et là, ça fait beaucoup déjà. Et je pense que les Africains ont déjà dit haut et fort qu'ils ne veulent plus de la présence française sur le continent. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie en plein jour. Moi, j'ai des amis qui m'interpellent et me disent, moi, président, tu es trop dur envers ce qu'ils appellent le président français. C'est quand même un chef d'État. Souvent, je ne réponds pas. Souvent, je leur dis, vous comprendrez plus tard. Quand un monsieur que vous appelez président de la France parle comme ça au président d'un continent, vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Où est-ce qu'il est écrit que si on ne veut plus de la France, on va venir dire ça aux Français? C'est écrit où? Est-ce qu'il y a eu une élection démocratique, un référendum ou un vote, c'est pas un plébiscite pour qu'on vienne nous esclavagiser? Pour qu'on vienne nous coloniser? Pourquoi maintenant un jupitérien se place dans son palais, il dit que non, si on ne veut pas la présence de la France, qui vient me le dire? Il donne des ultimatums. Monsieur Ngoff. Donc, vous comprenez que ce qu'on fait là, ce qu'on parle là, on n'est pas dans un jeu. Mais je vous ai dit que je suis très optimiste parce qu'on avance. Oui. Tout à l'heure, dans le combat contre l'impérialisme, tout à l'heure, Jean-Paul Bellec a donné des éléments mathématiques. Peut-être certains n'ont pas compris. Nous ne pouvons pas remporter ce combat sans les mathématiques. Je tiens à le dire. Parce que les mathématiques vous donnent les moyens de faire de l'investigation logique qui vous amène le plus près de la vérité possible quand votre raisonnement est mathématique.
Or, à travers les mathématiques, tout à l'heure, je vais vous démontrer que c'est la France qui a tué Déby. Tout à l'heure, je vais vous démontrer ça. Vous allez voir l'importance du raisonnement mathématique, logico-mathématique. Allons-y. Quand il parle de la physique, les gens parlent, non, si vous comprenez la physique là, vous allez comprendre comment. Mais c'est très important dans la gestion du territoire, dans la gestion des mouvements. Vous allez comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Et ils mettent en pratique ces lois-là. C'est ce qu'il faut. Je vous dis que c'est important ce qu'il a dit. M. Ngoz. Vous savez, moi, dès que vous dites que ça fait 11 ans. Encore 25 minutes, monsieur, pour sortir de cette édition. Cette affaire a commencé. Dès qu'on a annoncé que le maréchal était mort, ma première sortie, j'ai indexé la France directement. J'ai dit ceci, que la France est responsable de la mort au plan géopolitique de Déby. Et j'ai dit que je n'étais pas policier. Je ne suis pas un enquêteur. Donc, mes propos n'ont pas une valeur juridique. Je l'avais dit. Parce qu'il faut être sérieux. Mais, j'ai dit que sur le plan de la géopolitique, ma main, je mets ça au feu. C'est la France qui a tué le président. Bon, maintenant, je vais au-delà maintenant de l'analyse géopolitique. La France elle-même dit qu'elle a tué le président. Je vais vous démontrer comment. Monsieur Ngoz, n'est-ce pas, la France a passé le temps à dire qu'elle fournit les renseignements à l'armée tchadienne. Oui, c'est ce qu'elle a toujours dit. Donc, pour faire croire à l'opinion africaine que, 1, Déby c'est notre allié, 2, c'est nous qui le parrainons et que la France est aux côtés du Tchad, non. Bon, quand on donne les renseignements à quelqu'un concernant une entité, entre guillemets, qui est en mouvement, ça veut dire qu'on connaît cette entité. On connaît ce mouvement. Vrai ou faux? Totalement vrai. Ok. C'est parce que la France connaît dans les mouvements des rebelles terroristes qu'elle peut renseigner le président Déby. N'est-ce pas? Bon alors, moi je vous demande alors, comment la France peut renseigner Déby sans leur renseigner que sa vie est menacée? Vous ne voyez pas où je veux en venir? C'est-à-dire que le premier renseignement, si la France est sérieuse dans ces bobards qu'elle école aux Africains, c'est d'abord de sécuriser le président. C'est-à-dire qu'en militaire, quand une armée est en guerre, qui est-ce qu'on peut d'abord? C'est le chef des armées. Ouais. Dans tous les guerres, on vous dira ça. Parce que si on prend le chef de l'armée, on vous dit ça, le camp qui a arrêté le chef de l'armée a déjà gagné le combat. Dans la théorie de la guerre, dans le symbolisme guerrier, si tu prends le chef d'une armée, tu as gagné le combat. Donc, des renseignements en plus militaires qu'on est supposé donner au Tchad pour que la victoire sur la rébellion, puis c'est de ça qu'il s'agit. On renseigne le Tchad pour qu'elle gagne la rébellion. Et pour renseigner le Tchad, sauf si on donne des faux renseignements au Tchad, la France ne dit pas qu'elle donne les faux renseignements. Elle a dit que c'est nous, on donne les renseignements. On donne les renseignements. Il faut d'abord renseigner le maréchal sur sa sécurité, c'est-à-dire les mouvements de la rébellion. Puisque la France elle-même confirme que le maréchal était au front. La France elle-même confirme que le maréchal était au front. Alors, c'est donc des renseignements, c'était des renseignements liés au front. Donc, elle surveillait le mouvement des rebelles. Et avec les infrastructures logistiques, technologiques, n'est-ce pas, qu'on a aujourd'hui, quand on suit le mouvement rebelle, on les suit au corps à corps. Avec ce mouvement, on a le mouvement en temps réel, M. Ngoz. On a le mouvement de ces troupes-là en temps réel, M. Ngoz. Donc, vous avez là la preuve. Si moi je suis un policier, ce sont des indicateurs extrêmement puissants pour dire que la France est responsable. Là, maintenant, ce n'est plus il faut faire une analyse géopolitique. Là, je suis en train de faire une analyse quasi policière pour dire qu'elle est responsable de cette affaire. Deuxième élément, M. Ngoz. Les rebelles vous disent que, bon, ok, comme il y a deuil, nous sommes des gens civilisés, on observe une pause. Nous n'allons pas attaquer pendant les jours de célébration du deuil. Bon, moi, je dis donc ceci. Quand ils le disent, M. Ngoz, ils disparaissent. Non. Donc, ils sont quelque part, non? Ils sont même au plus près. Mais ils sont quelque part. Oui. Ils sont même au plus près du lieu de l'action. Sauf que nous sommes des fous. Quand les rebelles vous disent que nous, on va arrêter la trêve. Nous, on observe une trêve parce qu'il y a deux. Nous sommes les Africains, nous sommes civilisés. Et quand après ça, on reprend l'offensive pour marcher tout le temps. C'est ce qu'ils ont dit, le communiqué là. Oui. Donc, quand on observe une pause, on disparaît. Dépend de quelque part. Mais ce quelque part là, ne peut pas être en Djamena. Ça peut être à Mao. C'est à la frontière, certainement avec le Niger, supposons comme ça. Ou bien vers la dorsale du Tibesti, au nord du Tchad. Alors, les Français ne les voyaient pas. Mais président, il faut même vous dire,
comment se fait-il qu'à l'approche de Macron, à l'approche de l'arrivée de Macron, les rebelles étaient déjà en train de déclarer qu'ils sont pilonnés tous les jours par l'armée française, par l'armée tchadienne, par le canal des drones français, des bases militaires françaises, qui étaient déjà là. Les rebelles, les terroristes n'ont cessé de le dire. Que les Français restent en dehors de cette histoire parce qu'ils constatent qu'il y a leurs drones qui les surveillent et qui survolent justement l'espace aérien. Qui les survolent tous les jours. Ce qui veut dire que la France a la maîtrise totale du territoire. Les rebelles eux-mêmes le disent. Mais on n'est pas de ça. Tout les gens peuvent demander que quand on va savoir qui a fait ça, on va réagir. Je suis en train de vous dire que moi, ici, au niveau de la géopolitique, là maintenant, je fais l'analyse, je démontre que c'est la France qui a directement tué le maréchal. Là maintenant, je le dis et je l'affirme. C'est un peu la géopolitique. Il y a plus de couverture géopolitique. Donc, les rebelles là, est-ce qu'ils ont disparu? Non. Ils sont rangés quelque part pour observer la trêve. Pourquoi en ce moment-là, si la France est réellement contre le terrorisme comme elle prétend dans le Sahel, mais c'est le moment de les arroser et terminer avec eux? Pourquoi on ne les touche pas, Jean-Paul Bellec? Pourquoi on ne les touche pas? Mais plus grave, quand le deuil finit, nous on s'attend que les rebelles marchent sur jamais là. Puisque c'est ce qu'ils ont promis. Au lieu de le faire, M. Ngos, les rebelles se préparent et disent non. Nous, on dit que c'est ça le feu unilatéral, sans délai. Mais maintenant, nous voulons négocier. Ils passent par leur... On veut des négociations. Ils disent que ils vont s'appuyer sur des déclarations de Macron demandant un cessez-le-feu pour une négociation inclusive. Merci, monsieur le journaliste. Donc, les mêmes gens vont dire que la France est les pilons. Ouais. Les mêmes gens vont dire que non. Comme la France que nous pilons, maintenant a dit que nous ne voulons pas de stabiliser le Tchad, nous on est prêts à discuter. Oh, monsieur Ngos, sauf à insulter l'intelligence africaine. Selon les propos de Macron. Les choses sont claires. Il faut bien préciser. Mais maintenant, pourquoi subitement, au lieu de marcher sur Djamena, comme on nous a dit, ils disent que non, il faut une discussion politique pour sortir de la crise. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que c'est le président Déby qu'on cherche à tuer. Oui. Parce que c'est le but est la démocratie au Tchad. Je dis du point de vue des rebelles. Ils ne peuvent pas se contenter de ce qu'a dit Macron et de ce qu'a dit le comité militaire de transition. Ils ne peuvent pas se contenter. Ils devaient normalement marcher sur N'Djamena si c'était des vrais rebelles. Parce que le but c'est de prendre le pouvoir et de réaliser l'alternance et la concorde. Mais pourquoi simplement maintenant, ils abandonnent tous ces objectifs, ils arrêtent tout. Et ils disent que bon, comme Macron a parlé, nous, on s'aligne derrière Macron. Vous voulez quelle preuve? Nous luttons contre le président, nous voulons quelle preuve? Nous avons affaire à un pays qui tue nos présidents sur la base de ses humains, qui brûle un continent, M. Ngos, qui met le feu partout. On attend quoi? Le combat, c'est de chasser la France du continent africain. Il faut la chasser par tous les moyens maintenant. C'est de cela qu'il s'agit. On attend quoi? Il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Vous croyez que c'était ailleurs, dans les pays arabes, partout là? Il y aurait qu'un Français qui serait en train de marcher dans une rue. Pas du tout. Dans une rue. Mais le débat, il est posé. Laissez les présidents tranquilles. Le problème, c'est les populations africaines. Il faut le dire. Laissez les présidents. Vous voulez pas les présidents? Il y a un président, il n'y a pas deux. Mais c'est les peuples africains qui ont un problème. Ah, mais vraiment, il faut le dire. On parle de quoi? Il y a les preuves tous les jours. Quelqu'un vous tue, il vient au deuil. Il tue un président, il vient au deuil, il nargue les gens, il repart. Et il vous dit ouvertement que bon, maintenant comme il est mort là, l'affaire s'arrête maintenant, c'est moi qui décide, ça s'arrête. Allez discuter. On discute de quoi? Qui donne le droit à la France de tuer nos présidents? M. Ngos. Qui? On parle de quoi là? Je termine avec une analyse mathématico-géopolitique. Et sous le contrôle du mathématicien qui est sur le plateau. À partir du moment Jean-Paul Bellec, où nous observons, et c'est une observation profonde parce qu'elle s'étend sur des millénaires d'années, professeur. Il y a, je l'ai dit la dernière fois, il y a au moins 40% d'Africains qui travaillent consciemment contre le continent. Vous n'avez pas une guerre. Vous ne gagnez pas une guerre en comptant sur une armée qui a 40% livrée à l'ennemi. Vous ne la gagnerez jamais. Il faut donc intégrer dans l'analyse, dans la stratégie, le fait que nous avons 40% d'Africains qui travaillent contre l'Afrique. Ah oui, c'est un fait. Ça dure depuis les millénaires. On va beau expliquer, justifier les causes, mais là, le fait, il est là. Et chaque fois qu'on a un tournant, ça c'est l'enjeu capital. Hein. Justement. Ça c'est l'enjeu capital. Là, cette question-là, elle est capitale pour gagner le combat. C'est ça. Chaque fois qu'on a un tournant, il y a toujours un Africain qui s'élève pour réaliser le crime.
Il a toujours une masse d'Africains qui le suivent. Ouattara avait des supporters en Côte d'Ivoire. Toutes les populations qu'on appelle entre guillemets nordistes en Côte d'Ivoire. Jurez que c'est notre Messie, c'est le salut. Dites-moi pourquoi ces populations, par exemple, ont trouvé en Ouattara le salut. Avec tout ce qu'il est en train de faire contre le continent africain. On va toujours expliquer. Mais si on veut gagner la guerre, il faut régler ce problème. C'est de savoir qu'est-ce qu'un Africain aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un Africain aujourd'hui? Le débat, il est là. C'est la grande interrogation, justement. Nous sommes très avancés. Oui. Nous, on a compris ça, on intègre ça dans le combat. Nous sommes très avancés dans l'élucidation de ce phénomène militaire, de cette contradiction militaire qui, si elle n'est pas résolue, ne nous fera pas gagner. Mais on est en bonne voie et on va gagner. Et nous sommes en bonne voie et nous gagnerons justement ce combat. Herman Moussinga, vous étiez justement du côté du Tchad. Comment se porte le Tchad aujourd'hui, vous qui êtes arrivé vendredi dernier? Il faut dire que selon les dernières informations que j'ai, le Tchad est calme. Et même quand je partais de là, N'Djamena était calme, le Tchad était calme. On est juste surpris. Bref, le peuple est encore attristé, ça il faut le dire, parce que les Tchadiens aimaient leur président. Oui. Ils aimaient le maréchal, malgré qu'il y avait des langues, mais dans l'ensemble, dans l'entière majorité, tu pouvais comprendre et lire attentivement. Tu n'avais pas besoin d'avoir les lunettes pour comprendre que le Tchadien et la Tchadienne aimaient vraiment le maréchal. Parce que lors de ces meetings, lors de ces multiples déplacements, ou même les meetings qui concernaient le MPS, le mouvement patriotique du salut, donc tu voyais comment les gens partaient des coins et des recoins pour assister. Ça veut dire que le message du maréchal passait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pourquoi ne pas le reconnaître, ne pas le dire, avant 30 ans, avant 31 ans, avant sa prise du pouvoir, qu'était le Tchad. Et voir le Tchad aujourd'hui, c'est pratiquement le paradis. Donc, et tel qu'il était parti, le chemin qu'il avait tracé d'ailleurs pour ce mandat, j'étais loin d'imaginer encore la population tchadienne en train de souffrir, parce que le Tchad, il faut le dire, c'est plus d'1,2 million de kilomètres carrés. Oui, oui. Voilà, donc c'est pratiquement 3 fois notre pays. Et le Tchad, quand tu le vis, même au plus profond, parce qu'on a été même au plus profond, oui. Nous avons été au plus profond pour couvrir où on a assisté à certains meetings du mouvement du MPS. Donc moi je dis, les Tchadiens et les Tchadiennes pleurent, tout le monde pleure, et quand on sait ce qu'ils représentaient, c'est vrai qu'un chef d'État c'est une sécurité, mais c'est quelqu'un qui recevait tout le monde, même les opposants. Quand on a rencontré, on a rencontré Succès Masra, qui est un opposant, jeune opposant qui a travaillé à la Banque africaine de développement, la BAD, oui, qui est rentré au pays, qui a même d'ailleurs démissionné et qui est rentré dans l'opposition. Quand on l'a rencontré plusieurs fois, il nous disait non, vous savez, 30 ans c'est plus. Je lui ai posé la question une fois de savoir, est-ce que vous vous êtes approprié les mécanismes du panafricanisme? Il me dit non, mais le président sera conseiller, il faut qu'il aide. Je dis non. Vous là, on ne peut pas encore vous donner le pouvoir. Vous n'êtes pas apte à pouvoir diriger un pays africain. Parce que vous avez un cerveau qui a été formaté. Il dit mais c'est une insulte. Je lui dis non, monsieur le président. Permettez qu'on vous le dise. Parce que j'ai l'impression que vous êtes jeune. Il me dit oui, j'ai 38 ans. Je lui dis oui, voilà. Vous avez fait quelle école? Et aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas apte à reconnaître qu'il y a encore du boulot à faire dans notre continent et dans votre pays? Quand on sait ce que vous représentez aujourd'hui, le Tchad est sur l'échiquier continental, voire mondial, intellectuellement assis, c'est pas le canal du Maréchal. Qui pouvait imaginer un seul instant le Tchad au sommet de l'Afrique? Qui pouvait imaginer le Tchad? D'ailleurs, j'étais très surpris, ce que je ne savais pas avant mon arrivée au Tchad, que la cour de justice de la CEMAC est basée en N'Djamena. Bien sûr. Ce que je ne savais pas avant. C'est-à-dire, le Tchad est pratiquement au sommet du continent. Ne parlons pas seulement de l'armée, même intellectuellement parlant aujourd'hui. Quand on regarde pratiquement tous les segments qui constituent le continent africain et les points sur lesquels, on constate que le Tchad, mais qui l'eût cru hier? Qui l'eût cru? Il y a 30 ans. Qui l'eût cru? Est-ce que le Tchadien, qui était le Tchadien hier,
Méprisé en tout le continent. Qui était le Tchadien. Et alors, s'il a pu faire ce travail, pourquoi ne pas comprendre qu'il y a du chemin encore à faire? La preuve en est que le discours que vous tenez est même irrespectueux de nos valeurs et de nos traditions africaines. Quand vous ne pouvez même pas reconnaître qu'un aîné a plus d'expérience et a mieux à vous apprendre, toi tu estimes que c'était un militaire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il est resté comme ça, il m'a dit non, mais vous savez, vous vivez chez vous, vous êtes Je dis non, je ne vis pas chez moi, je suis un panafricaniste. Et le discours d'un panafricaniste n'a pas un pays. Partout où il se trouve, c'est son pays. Donc laissez-moi vos considérations du Cameroun ou alors du Tchad. Non, nous sommes tous des Africains. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en définitive que, comme le président l'a dit d'ailleurs, tout le monde l'a dit sur ce plateau, le travail il est là. Il est là. Vous avez dit 40% d'Africains. Quelqu'un l'a dit. Oui, 40% d'Africains ne sont pas africains. Et ça, nous devons amener les 40% à comprendre que l'Afrique a une importance. C'est une bataille, une guerre, mais que nous ne sommes pas loin de gagner. D'ailleurs, si nous avons déjà la majorité, parce que sur 100, si nous avons 60%, nous avons déjà la majorité, nous avons déjà gagné. Mais il faut seulement comprendre qu'il y ait une prise de conscience. Et voilà pourquoi je disais, il était prévu quand le directeur du cabinet du président de la République nous a reçus. Monsieur, plus que 10 minutes, oui, sortons. Alors, quand le directeur du cabinet nous recevait avant la dernière audience qui était prévue avec le chef de l'État, il nous disait, mais qu'est-ce que vous avez constaté? Je lui disais, mais vous savez, à défaut de changer le système éducatif, qui en lui-même sera un long processus, mais je pense qu'il faille automatiquement prendre à partir de la seconde de commencer à inculquer les mécanismes ou l'esprit du panafricanisme. L'importance même du panafricanisme à ses élèves avant qu'ils n'amorcent l'entrée à l'université. Donc, il me disait, je dis oui, vous n'allez pas, parce que ça, on sait que l'Occident vous guette, changer complètement le système éducatif, ça posera un problème. Mais à défaut de ça, de le faire, alors prenez à partir de la classe de seconde, à partir de la première, commencez déjà à inculquer les mécanismes du panafricanisme à la jeunesse tchadienne. Et surtout de la jeunesse africaine, voilà, en général. Oui, la jeunesse africaine qui est là. Alors il me disait, c'est une très bonne idée. Il était question également que ce même message passe auprès du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas loin de gagner notre combat. Et d'ailleurs, on a vu l'engouement, on a vu la volonté de la jeunesse tchadienne universitaire à pouvoir s'arrimer à nos différentes rencontres. Donc, moi, je dis, c'est pas un combat qui ne sera pas gagné. Et qui est... Non, il est déjà là. On est sur la bonne voie. Et surtout, la victoire est à côté. Monsieur, plus que 6 minutes pour sortir de cette édition de DBS ce matin. Docteur Jean Pounbelek, on a justement 40% des Africains qui sont encore, il faut le dire comme ça, peut-être encore, c'est pas peut-être plus français, ou alors ils n'ont pas encore compris. C'est pas, en tout cas pour les uns et les autres, d'ailleurs pour le président Badakani, c'est la victoire déjà. On est optimiste sur ce côté-là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, 40%, c'est une estimation à la louche du président Badakani. Je ne crois pas qu'il a un instrument de mesure. Non. Voilà, c'est à la louche, quoi. Ouais. Bon, donc, on va admettre comme ça. Mais sinon, je note dans l'élément qui est passé que Macron a dit, par rapport au chef d'État africain qui voulait se désengager de la présence militaire française et autres, qu'il parlait pour la France et la communauté internationale. Oui. Dont la France ne se solidarise pas. Si c'était juste la France, il ne peut pas convoquer la communauté internationale parce que certains peuvent le remettre en cause. Or, il convoque toujours la communauté internationale. Il a bien dit la France et la communauté qui viennent s'exprimer devant la France, ce n'est pas suffisant, et la communauté internationale. Donc on est dans un plan. Et c'est pour cela que je vais chuter moi à la fin sur les Illuminati. Mais j'aimerais dire autre chose encore. Ok, Idriss Déby est un militaire et il faut que le pouvoir aille au civil. Bonaparte était un militaire. Il faut que les Français le recusent. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu. De Gaulle. Président, laisse-moi citer, puisque je sais que tu sais, mais laisse-moi au moins ça se dans ma bouche. De Gaulle, même Pétain militaire. Bon, De Gaulle, c'est un militaire lâche. Mais bon, militaire quand même. Eisenhower, c'est un militaire. Churchill, militaire. Bon, la liste est longue.
Et pourtant, aucun d'entre eux n'ira dire Il est que célèbre. le pouvoir, c'est pour les militaires. Il est célèbre. Voilà. Au point même qu'on finit par oublier que Eisenhower était militaire, il a fait la Seconde Guerre mondiale, et que Churchill aussi était militaire. On finit par l'oublier. Bon. Ok, alors, donc maintenant, les reptiliens. Parce que moi, je chutais là-dessus. Comme ça, moi, je devrais parler pratiquement que de ça. 5 minutes. Oui, 2 minutes même, pas plus. 1 minute, donc. Une minute pour minute. vous, parce que c'est. 1 minute. Les 4 minutes, c'est pour. 1 minute. Je note que depuis tout à l'heure, tu me coupes. Tu sais, c'est ce que tu fais là. Non, c'est ton émission, toi, le droit, c'est toi qui est le gérant ici. Mais je vais te dire une chose. D'ailleurs, tu m'obliges à faire un commentaire qui me prend mon temps. Mais je suis obligé de faire le commentaire. Je ne peux pas encore faire que ça. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, c'est exactement le problème de la stabilité dont on a parlé hier. C'est-à-dire que on veut que tu fasses un mandat, c'est l'alternance. Ok? Donc, à force de faire l'alternance, la personne n'allant pas au bout de ses idées, en fait, ça ne valait même pas la peine qu'il parle. Parce qu'il n'est pas clair. Oui. La clarté. C'est pour ça, moi, parfois, je vais. C'est parce que j'aime C'est parce que le temps nous est imparti. En fait, je n'aime même pas parler. Moi, j'essaie d'être le plus succinct possible. Mais, j'aime par contre être clair dans mes idées. On vous comprend. Que ce soit bien compris. Sans erreur. Exactement, si possible. Alors, je chute. Je disais que. Bon, arrête de rire. Non, non, je ne souris pas, c'est pour moi. Moi, je suis sérieux. Vous êtes sérieux, nous aussi, Voilà. nous sommes sérieux. Oh, ben, reste sérieux alors. Donc, ces reptiliens. Oui. Qu'est-ce qui fait que la thèse passe pour fantaisiste? Parce qu'on va te dire où sont les traces. Je signale qu'il y a un continent où les dinosaures, et en particulier ceux qui sont les ancêtres des tyrannosaures par exemple, ont prospéré. C'est l'Antarctique. Ouais. Or, depuis des milliers d'années, c'est sous la glace. Tout à fait. Donc, allez chercher les traces là-bas. C'est pas la peine de chercher en Afrique ou en Europe, c'est là-bas. Ça se trouve, le fameux continent Atlantide dont on parle. Parce que quand on ira chercher là-bas, c'est sous la glace. Un jour, si on a l'accès, il faudra que la glace s'en aille. Peut-être que là, on trouvera des traces. Alors, regardez le scénario. Ce n'est qu'un scénario. Je vais chuter là-dessus. Ces reptiliens qui ont eu plus de 400 millions d'années, par rapport à nous qui n'en ont même pas 65 en tant que mammifères, mais en tant qu'humains, ça fait même pas 7 millions. Bon. Ils ont certainement produit des êtres intelligents, parce que les lois de la physique sont les mêmes partout. Et ça règle aussi la biologie. Et sachant, avec leur intelligence, que un astéroïde géocroiseur pourrait tamponner la Terre et donc entraîner leur disparition, ont envoyé une équipe pour aller chercher, comme nous on fait pour Mars, mais eux étaient plus avancés, d'autres planètes. Lorsque cette équipe revient, même diminue, en tout cas certains reviennent, ils trouvent quoi sur la planète? Que l'astéroïde a déjà fait son travail et que des mammifères ont prospéré. Et actuellement, il y a l'être humain. Et il a quelle couleur cet être humain? Noir. D'où la haine des Noirs. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais mon fils Ariane est là. Développe là. Il faut le Jean-Paul tisser. Bellec, développe là. Ok. Il faut la J'ai développer. chuté. Tu auras mon soutien. Développe là. Merci, docteur Jean-Paul Bellec. Albert Anatolaïchi, vous avez le mot de fin ce matin. Non, écoutez, j'ai suivi. Mon mot de fin va concerner le dernier élément, notamment les injonctions de M. Macron, qui demande au président du G5 Sahel de clarifier l'opposition. Par rapport à l'engagement, n'est-ce pas, de la force Barkhane, de ce côté-là. Ça a même lié avec la mort du début actuellement. Maintenant, on peut faire le lien. je voulais quand même rappeler, à M. Macron, qui doit certainement être amnésique ou de mauvaise foi, C'est un Jupiter. que les Maliens, le peuple malien, qui est le mandant, n'est-ce pas, de l'exécutif malien, a demandé à la force Barkhane de s'en aller. Je voulais quand même également rappeler à M. Macron que les Congolais ont demandé à la force de maintien de la paix de l'ONU La MONUSCO. de partir s'en aller. Je voudrais également lui rappeler qu'en Centrafrique, le peuple centrafricain a demandé à Sangaré de s'en aller. Donc je pense qu'on pourra comme ça multiplier des exemples. Donc je pense qu'il ne faut pas juger l'imposture. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui DBS, très régulièrement, est censuré sur les plateformes des réseaux sociaux? Justement parce que il y a justement ce plaidoyer qui est fait, demandant à la France justement de s'en aller. Hier, Dr Mbele l'indiquait dans feu vert. C'est-à-dire que la France n'a pas d'intérêt sur le continent africain, ni ailleurs d'ailleurs. Il s'agit du vol. Il s'agit de la prédation. Nous sommes dans une diplomatie de ruse, de prédation, d'hypocrisie et de subterfuge, c'est tout. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, je cite là-dessus, que ceux qui interviennent, que ce soit ici ou ailleurs, c'est de nous demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire.
c'est une lutte qui concerne le peuple et non les dirigeants. Et chacun à son niveau, c'est ce qu'il doit faire. Merci beaucoup à vous, Albert Anatolo Haïssi, d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été également là ce matin. Merci à Herman Moussinga qui nous a rejoint justement dans le grand groupe de DBS ce matin. Merci d'avoir été là ce matin. Merci. Et je voudrais juste dire quelque chose pour sortir. La preuve que l'Afrique centrale s'est levée, que l'Afrique centrale est debout, que l'Afrique centrale démontre à suffisance que la France-Afrique ne doit plus exister. On l'a vu à travers les obsèques du maréchal. Du maréchal Idriss Déby Itno, on a également vu une image qui a fait d'ailleurs le tour de la toile lorsque Emmanuel Macron s'est levé pour marcher. Eh bien, il faut préciser par là justement que le nouvel homme fort, en tout cas du côté du Tchad, ne s'est pas levé. Mahamat Déby Itno ne s'est pas levé. Et cette image a fait d'ailleurs le tour de la toile. Merci à vous beaucoup, docteur Bellet, d'avoir été là ce matin. Merci Steve, je souhaite bonne journée à tout le monde et bon courage. Bon courage à vous également. On l'a tous dit ici, la bataille sera gagnée. La bataille sera gagnée. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la première du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment-ci, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Il faut en profiter encore. Bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et à demain. Waouh! Grande promotion sur votre chaîne de télévision DBS. Désormais communiquée à partir de 5 000 francs CFA. Qu'attendez-vous donc pour en profiter? Contactez-nous vite au téléphone ou par WhatsApp au numéro 00237 669 844 934. DBS, c'est la vitrine dont vous avez besoin.